Il n'y a pas une semaine où je doute pas. Là, il y a une semaine, j'étais au tribunal. J'ai passé une journée, toute la journée, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être lui qui a raison. Explique-moi, c'est peut-être lui qui a raison. C'est quoi dans ta tête, là? Elle veut dire quoi, cette phrase? C'est peut-être lui qui a raison, peut-être que je suis finalement leur Judas et que peut-être, oui, c'est peut-être le dernier des prophètes. Peut-être qu'on a vraiment été créé par des extraterrestres et peut-être que ce qui m'a fait vivre dans la sécurité, c'était juste pour lui montrer à quel point j'étais dévouée. Peut-être que c'était juste des tests et que peut-être aujourd'hui, je trahis tout ça et que je fais ce que Judas a fait à Jésus. Ça m'arrive de penser ça. Et il n'y a pas un moment où, pendant 5 ans, où tu te dis, non mais attends, mais tout ça c'est du bullshit, les Elohim, les extraterrestres, les blablabla. Jamais. 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 Et vous pensez à ces êtres, à ces extraterrestres qui nous aiment, qui sont quelque part maintenant au-dessus de nous, qui nous écoutent. Bonjour Lydia, Bonjour. bienvenue dans mon incroyable histoire. Merci beaucoup. Lydia, ton histoire est une descente aux enfers. Tu as vécu sous emprise totale pendant presque 20 ans. Dès ton plus jeune âge, tu es entré dans le monde des Raéliens qui semblaient remplis d'amour et de câlins. Pour toi, c'était comme Disneyland. Mais loin du conte de fées, la secte de Raël va te piéger pendant près de 2 décennies. À 8 ans, tu vois des choses qu'aucun enfant ne devait voir. À 13, tu es préparé pour devenir une des favorites du gourou. Ton corps, ton intimité, ta vie ne t'appartiennent plus. À ta majorité, tu es prête à te soumettre entièrement aux corvées ménagères et à tout ce qui pourrait satisfaire ton prophète bien-aimé. Tu goûtes ses plats, tu lui enfiles ses chaussettes et tu t'offres à lui et à tous ses fantasmes. On t'a appris à obéir sans poser de questions, tu ne dis jamais non, tu es l'esclave de Raël pendant des années. Jusqu'au jour où ce qu'il te fait subir est intolérable, innommable. Tu as alors un déclic salvateur et tu parviens à t'échapper, on le verra, d'une emprise qui a débuté à l'âge de 4 ans lorsque ta mère t'amène au sein du mouvement raélien. Alors, ce que je me rappelle, c'est que j'avais associé dans mon cerveau d'enfant le camping de l'Éden, donc le camping des Raéliens, comme mon club de vacances. Donc pour moi, mes premières années dans le mouvement, dans ce camping-là, c'était magnifique, hein. Moi, je retournais voir mes copains, mes copines, on jouait ensemble. Et c'était à partir de l'âge de 4 ans ma normalité, dans le sens où il était tout à fait normal pour moi de voir des gens tout nus toute la journée, de voir des gens qui s'enlacent toute la journée, des gens qui ne se font pas la bise comme on a pu se faire la bise, mais qui se font la bise d'une manière très douce, très gentille. Et j'ai évolué là-dedans en étant enfant, et pour moi, tout allait bien. Mais il y a ce que tu décris, des gens tout nus. Exactement. Ça, c'est ton souvenir. Ah mais La plupart des gens sont nus. exactement, la plupart des gens sont nus. Ce qui aujourd'hui me questionne, parce qu'en fait j'ai encore des images à 44 ans de voir ces gens s'enlacer. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai vu des hommes en Irak, par exemple, alors que j'avais 4-5 ans et que j'ai dû me poser la question quand j'étais enfant. Mais après, comme c'était ma réalité, mon quotidien pendant 15 jours dans l'année et plusieurs fois dans l'année également, mais ça me choquait plus. Donc, et puis dans les livres de Raël, il est écrit qu'il faut ouvrir la sexualité aux enfants, notamment par le biais de la masturbation, et non pas qu'en parler, il faut aussi le montrer. Donc j'ai été confrontée à la sexualité très très jeune. Tu décris un peu ce monde comme le monde de Disney. Mais oui, parce que c'est un monde dans lequel j'entrais où personne ne se dispute, tout le monde s'aime, on ne juge personne et c'est extrêmement bienveillant. Mais du moment où dans une phrase il y a le mot extrême, c'est que c'est pas normal. Mais dans mon quotidien, moi, c'était normal que les gens soient tous gentils. Donc quand j'arrivais dans la société, je me disais oulala, et c'est eux qui ont un problème, c'est pas nous. Mais et quoi? Ça veut dire quoi être gentil et bienveillant à ce point-là? C'est-à-dire qu'on va te faire des câlins toute la journée, on va te dire que tu es merveilleux. Toi, tu es un homme, donc je vais te comme un homme, ok? On va te dire que tu fais du bien à l'humanité et que tu es quelqu'un d'important, que tu as certes des choses à travailler, mais tu en es tout à fait capable. Et que sans toi, le monde ne tournerait pas de la même manière. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je le pense tellement. Mais c'est ça donc en permanence? Mais c'est ça, c'est en permanence toute la journée. Imagine, tu vas dans une pièce où toute la journée on dit que tu es magnifique. Non seulement physiquement, mais intellectuellement, émotionnellement parlant, que tu as vraiment en toi le pouvoir de sauver l'humanité en ralliant la cause de Raël.
il y a un moment, tu as envie d'y aller. Moi, j'associe l'emprise à une addiction comme une drogue. Donc forcément, même si tu doutes, tu sais que tu vas aller dans un endroit où on va te valoriser à longueur de temps et on va t'aimer et il va y avoir de la vraie gentillesse parce qu'ils sont sincères. Et bah, tu y retournes. Mais avant tout, vous êtes amoureux de votre liberté. Il faut faire de la méditation plusieurs fois par jour avec les cassettes de Raël. On va te vendre les livres de Raël. À l'époque, il y avait une revue qui s'appelait l'Apocalypse. C'est une revue raélienne. Tu l'achètes, donc tu relis ça en permanence. Même si tu as une vie normale, la plupart de tes amis sont des Raéliens. Donc quand au téléphone, tu parles que de ça. Donc certes, on n'était pas coupé du monde, mais dans ce monde-là, on était tout le temps Raéliens. Alors Raélien, tu l'as dit plusieurs fois depuis le début de cette interview, c'est l'homme qui est à la tête du mouvement, de son vrai nom Claude Vorillon, c'est ça? Tout à fait. Il a été chanteur, journaliste, pilote automobile. En 1973, il dit avoir rencontré les Elohim, donc des Elohim qui sont les extraterrestres. C'est ça. Il se dit être le dernier prophète, le frère de Jésus, de Mahomet, de Moïse. Ça fait beaucoup. Oui. Ils ont tous le même père, Dieu. Yahvé, exactement. Yahvé. Et sa mission, c'est de sauver l'humanité et d'accueillir les Elohim sur Terre. Exactement, de préparer l'humanité à accueillir nos créateurs, les Elohim, qui ont 25 000 ans d'avance sur nous et qui vivent sur une autre planète, dans un lieu sain et en paix. Donc le but premier de ce mouvement raélien, c'est de créer une ambassade. Une ambassade sur un terrain dans un pays neutre où ils vont être accueillis, ces extraterrestres, ils vont arriver et Raël est là pour ça. Pour diffuser le nom des Elohim, les accueillir, préparer leur arrivée et sauver cette humanité. Parce que si on l'écoute, si on ne reçoit pas les extraterrestres, on va tous mourir. C'est ça. C'est qu'il y a quand même un enjeu important. Bien sûr. C'est pas juste pour accueillir les extraterrestres, c'est parce que sinon, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Exactement. Et ça, c'est une rhétorique très présente dans beaucoup de sectes, la fin du monde. Mais bien sûr, on crée une peur. Tu te rappelles, toi, de la première fois que tu vois Raël? Oh oui, alors déjà, dès mes 4 ans, il était à Éden, donc je le voyais de loin. Et une fois, je suis au bord de la piscine. J'ai 9 ans et il vient me voir, il vient vers moi. Donc c'était pour moi, je voyais Mickey, j'étais fanatique à 9 ans. Et je me souviens, j'étais assise et puis je tremblais parce qu'il me parlait. Et il m'a dit que j'étais très belle et qu'on serait amenés à se revoir plus tard. Et à partir de là, ma vie a pris un autre chemin. Je pense que ça a été cet instant-là de vie qui a fait que la position de ma génitrice a changé, la position des autres Raéliens ont changé. Pourquoi cette émotion au moment où tu parles de cet épisode? Parce que je revis les sensations. La sensation, c'est quoi? La sensation, c'est d'être tremblante devant un homme, à l'âge d'être émue, que cette personne me donne de l'intérêt. Donc je revis ça et en même temps, je revis la culpabilité d'être restée si longtemps. C'est ça, les deux en même temps. Hein. C'est particulier, ouais. Cette protection, finalement, qu'il vous offre, Raël, c'est le messager entre les extraterrestres qui vont sauver l'humanité et vous, bon, je ne sais pas si vous êtes des brebis galeuses, mais en tout cas, bon, vous avez un pouvoir, c'est celui de sauver le monde, merveilleux. Tout ça, ça a un prix, ça a un prix financier. Les Raéliens ont un travail, comme tu l'as très bien dit, Exactement. Ils ont une vie normale, ils travaillent dans des entreprises, ont leur propre commerce, sont journalistes, sont ingénieurs, etc. Reversent 10% de leur salaire. Alors, il y a deux choses qui sont très très claires dans le mouvement raélien, c'est que tu reverses les 10% de ton salaire annuel pour la construction de l'ambassade, pour le mouvement raélien international. Ça, c'est une première chose, c'est une obligation. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est 1% de ton salaire, voire plus, en fonction de tes moyens, pour le confort de vie de Raël. C'est vraiment deux choses distinctes. Tu es obligé de donner pour le mouvement raélien, pour elle, tu n'es pas obligé de donner. Tu penses que tu n'es pas obligé de donner. Parce qu'en réalité, tu vas donner. Parce qu'en fait, tu vas donner. Et en plus, les derniers temps où moi j'étais avec lui, comme j'étais très proche de lui, il y avait des chapiteaux avec des centaines de Raéliens. Et j'ai vu des gens faire la queue pour lui donner des enveloppes. Et il disait, je vous donne le privilège de m'approcher en me donnant votre enveloppe. Donc les gens viennent donner de l'argent en cash. Eux se sentent privilégiés d'avoir un regard de Raël. Et il fait juste ça après. Et les gens partent et ils sont tremblants, ils pleurent d'émotion, ils sont fanatiques.
Donc oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je peux vous assurer qu'il a un train de vie qui n'est pas le mien. Ça, à l'époque, donc quand tu es enfant, tu t'en rends pas compte de son train de vie, Je me rends pas compte de son train de vie, mais j'ai compris rapidement l'importance de nous donner de l'argent parce qu'à la fin des stages raéliens, il y avait des récompenses aux gens qui donnaient le plus d'argent. Donc j'avais intégré très rapidement que plus tu vas donner d'argent, plus Raël va t'aimer. Ça, je l'avais intégré très rapidement. Alors, des années passent, tu grandis. À l'âge de 8 ans, je crois que tu as un souvenir assez marquant. En 1990, alors que tu es dans le camping l'Éden, tu passes devant le chapiteau de l'Olympe. C'est ça. Et tu vois une scène qu'une petite fille n'est pas censée voir. Non, et puis moi, j'aurais jamais dû être là à ce moment-là, ça c'est factuel. Sauf que je suis une gamine de 8 ans qui va acheter son pain et qui passe devant l'Olympe et qui a des bâches ouvertes parce que c'est l'été, qui fait 40 degrés en dessous, tu vois. Donc je m'approche parce que je suis curieuse et là je vois une scène avec Raël et puis je vois, tu sais ce que c'est un globe? C'est un mur avec plein de trous, pour ceux qui ne connaissent pas, on trouve ça dans les clubs libertaires. Et je vois des scènes d'hommes et de femmes et des gens qui se reniflent. Et Raël qui dit « Est-ce que vous arrivez grâce à l'odeur ?» Et j'ai encore le son de sa voix dans ma tête. « Est-ce que vous arrivez grâce à l'odeur à reconnaître votre partenaire ?» Et moi je vois ça, les bras m'en tombent. Je repars acheter mon pain, je retourne là où il y avait tous les enfants, j'en parle, tout de suite on me dit « mais non, t'as rien vu ». Qu'est-ce que tu penses qu'ils cherchent la plupart de ces gens à sauver le monde réellement? C'est le but premier, ou bien à vivre une vie qui est atypique et qui est extraordinaire? Je pense qu'il y a des gens dans ce mouvement qui sont réellement convaincus qu'ils sont d'utilité, qui sont vraiment là pour sauver l'humanité et que Raël est vraiment le dernier des prophètes. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont dans ce mouvement pour... Donc, il y a deux types de personnes, mais il y a des personnes qui sont convaincues, mais vraiment qui... Moi, j'aurais pu mourir pour lui. On m'aurait dit, Lydia, pour sauver l'humanité, faut que tu meurs. Je l'aurais fait. Et d'atroces souffrances. Je serais devenue une martyre des Raéliens. Et vraiment, en ton fort intérieur, pour sauver l'humanité. Ah, mais vraiment, pour sauver l'humanité ou pour sauver Raël. Ah, ou pour sauver Raël. Voilà. Si dans les deux cas, on m'avait demandé, je l'aurais fait. Même si c'est là où est la nuance. Dans le mouvement raélien, on t'oblige de rien. On te dit que tu as le droit de dire non. C'est vrai, j'aurais pu dire non toute ma vie. Sauf qu'après, tu sais, Lydia, il faut que tu travailles sur toi. Toi, tu continues à aller à l'école, école publique. Oui, école publique. Et tu caches ce que tu vis dans le mouvement raélien. Tu n'en parles à personne? Non, j'en parle à personne parce que déjà, je suis la fille de la secte. Donc même si je fais ma belle et que ouais, je fais partie d'une secte, je reste quand même une ado et qui en chie, parce que, excusez-moi du terme, d'aller au collège avec des gens, parce qu'en plus je me la racontais, hein. Moi j'étais... Ça veut dire quoi, je me la racontais? Je me frimais. Ouais, mais quoi, genre, ouais, mais genre, je suis mieux que vous, quoi. Ouais. Genre, je suis mieux que vous. Les pauvres, vous savez pas ce que vous dites, vous savez pas à qui vous parlez, tu vois. J'étais un but de ma personne et l'humilité, fallait l'oublier au collège, tu vois. Et pourquoi tu pensais que tu étais mieux que les autres? Parce que je faisais partie du peuple élu. Parce qu'on nous disait qu'on était le peuple élu et que sans nous, la terre allait mourir. Et que j'ai été choisie pour être... C'est fou ce que je raconte, mais c'est tellement ça. Donc les années collège n'ont pas été cool. En plus, cette éducation qu'on m'a inculquée, ce rapport à la sécurité, a fait que j'ai fait des choses au collège qu'une adolescente n'aurait pas dû faire. Je faisais plaisir aux garçons dans les toilettes, sans entrer dans les détails. J'en tirais de la satisfaction personnelle parce que ça voulait dire pour moi que j'étais une bonne raélienne. Mais à l'école, j'étais une fille facile et j'avais une réputation et on me crachait dessus. Donc toi, tu te sens très bien finalement chez les Raéliens. Tu grandis, bon, l'école c'est pas simple à gérer, mais quand tu te retrouves chez les Raéliens, voilà, c'est ma soupape, je suis heureuse. Un poisson dans l'eau. Bien sûr. Tu es heureuse. Ouais, je suis heureuse. Faut pas imaginer que parce que c'est considéré aujourd'hui comme une secte, les gens ils sont malheureux, aigris, renfermés, etc. Mais pas du tout. Tu vivais, comme on dit aujourd'hui, ta meilleure vie. Ah, je vivais ma best life. Mais même les Raéliens d'aujourd'hui qui sont chez les Raéliens sont hyper heureux. Ils sont heureux. Ils sont même
ils dégagent, c'est fou, mais c'est tellement vrai. Tu côtoies des Raéliens, ils sont tout doux, ils parlent comme ça, et ils sont hyper heureux. Raël, il ne s'adresse pas à tout le monde comme il s'adressait à toi, je crois. Oui, c'est ça. Tu avais, on va dire, une relation privilégiée. Mhm. Il t'aurait, tu me dis si je dis des bêtises, mais il t'aurait repéré assez tôt, dès l'âge de 8-9 ans, comme étant une future potentielle favorite sexuelle. Mhm. Pour y arriver à ta majorité, il faut que tu sois préparé, c'est ça? Ouais, alors, il ne m'est rien arrivé jusqu'à mes 13 ans. Arrive 13 ans, Raël n'est pas là, et quelqu'un qui le remplace, donc un guide évêque, avec qui je passe 15 jours de stage à ses côtés, à manger avec lui, à faire des siestes, à passer mes soirées avec lui. Pendant lors de ces siestes, innocemment, malgré l'éducation que j'ai eue, moi je pensais qu'on allait dormir. Et il se sert du fait qu'il est proche de Raël pour m'initier à la fête. Et il me dit que comme ça je saurais faire pour Raël et qu'il sera très heureux. C'est un homme de quel âge? À l'époque, il devait avoir 40 ans, plus de 40 ans je pense. Plus de 40 ans, et toi, tu en as 13. 13. Tu en as 13. Alors, tu parles d'un guide évêque. Oui. C'est pas un évêque du Vatican. Non, hein. pas du tout. En fait, le mouvement raélien est structuré et chaque niveau a un nom. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ça, c'est les petites gens. C'est pas méchant ce que je dis, c'est factuel. Ce sont les petites gens. Ensuite, tu commences à être guide niveau 4. Donc tu en fais un peu plus que les petites gens, mais un peu moins que ceux qui est au-dessus. Et ensuite, tu deviens guide évêque. C'est-à-dire que les guides évêques, ce sont ceux qui sont proches de Raël, qui sont le plus impliqués dans le mouvement. Il y a les hommes et il y a les femmes. Et les femmes ont encore d'autres statuts. C'est ça. L'ordre des anges, c'est uniquement ouvert aux femmes. Et ils comparent ça aux nonnes, aux bonnes sœurs. Donc, en fonction de ton implication, en fonction de tes critères physiques, des goûts de Raël, tu montes plus ou moins en grade, effectivement. L'ordre des anges est vraiment là pour le confort de Raël, pour son confort au quotidien et pour accueillir les extraterrestres. Donc, quand les extraterrestres seront là, les accueillir et prendre soin d'eux. Donc, dans cet ordre-là, c'est par niveau. Donc là, on parle de plumes et de couleurs de plumes et de couleurs de cordons. Donc, généralement, les femmes les plus âgées et les moins attirantes aux yeux de Raël étaient là pour faire ce que moi je demandais, par exemple. Moi qui étais très proche de lui, je n'avais le droit d'avoir des rapports intimes qu'avec lui. Et les extraterrestres qui viendraient sur Terre et qui vivaient avec lui, si j'avais des listes de courses à faire, je m'adressais à ces femmes qui faisaient les choses pour moi. Et si j'avais, par exemple, j'étais une très très bonne assistante, moi, du coup. Mais j'avais ces petites mains, si je peux dire ça comme ça, pour m'aider dans ma mission. Et toi, tu avais quel statut? J'avais le statut de plume rose, cordon doré. On est au top de la femme. Je kiffais ma vie. Tu kiffais ta Je vie. pouvais pas avoir mieux que ça. En plus, c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui m'a demandé. Parce que moi, j'aurais jamais osé demander parce que je me sentais pas légitime d'avoir cette position. Et un jour, il me dit, je verrais bien une plume rose cordon doré autour de ton cou. Et là, c'est le Graal, c'est jackpot. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, j'ai signé un contrat qui dit que j'ai le droit d'avoir des rapports intimes qu'avec lui. Et les Elohim quand ils viendront sur Terre. Que je n'ai pas le droit de me refuser à lui. Que ma priorité dans ma vie, c'est de prendre soin de lui. Que tout ce qui se passe avec lui, que ce soit les discussions ou l'intimité, je n'ai pas le droit d'en parler. J'ai absolument pas le droit d'en parler, même avec d'autres anges. Que je dois prendre un moyen de contraception. Et que ma vie est guidée pour lui, en fait. Que je m'offre à lui complètement. Complètement, entièrement. En réalité, t'as un statut d'esclave. Mais en fait, oui. En fait, je le sais maintenant. Tu vois, aujourd'hui, je le sais. Mais sur le moment, c'était doux et poétique. Mais bien sûr que j'étais l'esclave de quelqu'un et que ma vie était conditionnée à son bonheur. Mon bonheur à moi, c'était le bonheur de cette personne. Et à l'âge de 13 ans, donc tu es initié, entre guillemets, à la fécondation et à d'autres, j'imagine, d'autres activités sexuelles. Tu le sais que tu es préparé pour devenir une favorite? Non, pas du tout. J'ai pas conscience. Non. Non, pas du tout. Je me dis que ça fait partie.
En fait, même si je suis mal à l'aise avec ça, parce que je l'ai pas bien vécu, tu vois. Déjà, j'avais compris qu'il fallait que je m'interdise de penser que je l'avais mal vécu. Donc, je ne disais rien. Et j'avais pas conscience de... C'était tellement pour moi impossible que je fasse partie des proches de Raël que j'y pensais même pas. Ça m'est jamais traversé l'esprit d'être proche de lui. Jamais. Mais comment il t'explique justement cette initiation à la féminité? Il te Tu dit sais, quoi? Lydia, si un jour Raël a envie de passer de l'intimité avec toi, si un jour tu veux lui faire plaisir, il faut pratiquer ça et de cette manière. Donc, je me prépare à quelque chose dont je suis persuadée qu'il n'y arrivera pas, que ça ne va pas arriver. Je me dis, je le fais parce que c'est comme si j'apprends pi à l'école alors que je m'en sers pas tous les jours. Faut l'apprendre, faut le faire. Fallait que j'apprenne, fallait que je le fasse. Lydia, tu as 13 ans, cet homme, il a plus de 40 ans. Tu dis, je mets mes sentiments, mes impressions de côté, mais tu ressens quoi? Du dégoût, Je ressens du... Je me souviens que la première fois où ça s'est passé, j'étais dégoûtée, écœurée. Je trouvais ça moche et je me suis sentie sale. C'est à partir de ce moment-là que ce sentiment de saleté est arrivé en moi et qu'il est toujours là d'ailleurs. Je le cohabite avec, mais il est toujours là. Je me suis sentie sale parce que à ce moment-là, j'ai cru que je n'étais bonne à ce qu'on m'aime que par mes faveurs sexuelles. À l'âge de 15 ans, un autre homme t'agresse, c'est un Raélien. Alors il n'est pas là pour t'initier, mais il te force clairement. C'est ça, j'ai 15 ans et c'est quelqu'un que je connais très bien et en qui j'ai entière confiance et que j'aime beaucoup parce que c'est mon guide niveau 4 de région et c'est mon pote. Et il se passe un week-end en région Rhône-Alpes où, comme plusieurs fois, je finis dans sa chambre, mais comme entre potes, quoi. Sauf que là, ça a pris une autre tournure et j'ai dépassé l'âge légal de la majorité, c'est-à-dire 15 ans et 3 mois. Et je ne sais pas comment, je me retrouve dans son lit et il est en moi. Et j'ai pas eu le temps de dire oui, j'ai pas eu le temps de dire non, c'était une suite logique et je me suis dissociée, donc mon corps était là, mon esprit n'était pas là et je pense que c'est ce qui m'a sauvée dans ma vie. Mais voilà, mon premier rapport intime, c'est lui qui m'a déflorée et a été un viol. Comme l'homme qui m'a fait faire des fellations, maintenant je peux dire que c'est un viol. Et j'apprends plusieurs années plus tard que cet homme-là qui m'a déflorée à 15 ans a été choisi par Raël. Donc je vis encore un autre vie. J'apprends, je parlais avec des copines et Raël me fait comprendre que c'est lui qui a choisi cet homme-là pour moi. Au début, je me dis c'est génial, quel privilège. C'est Raël qui a choisi qui allait me déflorer. Et en fait non, c'est encore un viol de plus. Et le pire, c'est que connaissant Raël, il a dû dire ça à ce monsieur en disant « Tu sais Lydia, ce serait génial que tu t'occupes d'elle. » Il lui a pas demandé de le faire concrètement. Il lui a donné l'idée. Et comme il lui a donné l'idée, il savait qu'il allait le faire. On reprend le fil de l'histoire. Tu as 15 ans, tu as été donc agressé par cet homme qu'on va appeler Fabrice. Tu en as parlé à ta cousine, qui en a parlé à sa maman, qui a appelé la police. Et un matin, la police débarque chez toi. Tu as 15 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? La police rentre à la maison à 6h du matin. Je suis dans ma chambre. Je suis réveillée par une policière et qui me dit qu'elle a besoin de me poser des questions. Je m'habille. J'ai l'impression d'être dans un film. C'est hyper violent, très très violent. Je comprends très rapidement que ça concerne le mouvement raélien. Ça, j'ai très vite compris. Et au bout de 3 jours, on me place dans un foyer d'urgence avec des nanas qui viennent d'horizons complètement différents, des nanas qui sont hyper violentes. Moi, je vis dans un monde de bisounours où tout le monde s'aime et puis je passe 3 mois à prendre des gifles, littéralement. Et au bout de 3 mois, on me renvoie chez mes parents. Et c'est là où, maintenant, avec le recul nécessaire et l'âge que j'ai, que je me dis où est l'État, où est la police, et ils ont contribué à la suite de ma vie. Pourquoi ils ont contribué à la suite de ta Parce vie? qu'ils auraient pu m'extirper de ça. Ils auraient pu arrêter, ils auraient pu ne pas me renvoyer chez mes parents. Ils savaient qu'on était raéliens. Ils savaient c'était déjà su à l'époque, en 97, ce qui se passait dans ce mouvement-là. Je pense que leur position et leur pouvoir auraient été judicieux de ne pas me renvoyer chez mes parents. Donc tu penses que l'aide sociale à l'enfance, qui dirige ces foyers,
n'a pas fait le boulot, Complètement. savait, c'était pas secret, je veux dire, Mais non. savait que tu étais raélienne, fille de raélienne, etc., Bah, bien sûr, mais n'a pas pris les mesures nécessaires. pas du tout. Les 3 mois de foyer, Comment t'expliques ça? euh, C'était pas pris au sérieux? ouais, non, je pense qu'il y a un truc où c'est pas pris au sérieux, ça c'était une certitude. Je pense qu'il y a un réel, à l'époque, hein, j'imagine et j'espère que ça a évolué depuis, la parole de l'enfant et de l'adolescent n'était pas aussi considérée, je pense qu'aujourd'hui. Un manque de moyens, certains. Et je crois qu'il y a un truc où il n'invite pas au suicide, pas très grave. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'État, les associations d'aide à l'enfance avaient minimisé ce qu'était vraiment le mouvement raélien. Oui, mais pourtant, tu es dans ce foyer parce que tu as été victime d'une agression sexuelle, que la police est venue t'interroger pour ça. Mmh. Donc je veux dire, il y a peut-être pas d'incitation au suicide, mais il y a en tout cas des affaires de mœurs très On est graves. d'accord. Et je trouve qu'en sachant ça, comment tu peux renvoyer une gamine de 15 ans dans ce milieu-là? Et c'est une question que j'aurais jamais la réponse. Tu es dans quel état, à l'âge de 15 ans, quand tu es trimballé entre police, aide sociale à l'enfance, foyer, retour? Je suis une gamine paumée, mais complètement paumée, mais perdue, malheureuse, pas bien dans sa peau, qui perd sa famille génétique, donc même celle-là, celle qui m'a mis au monde, qui perd sa famille de cœur, le mouvement raélien, qui dans son collège est au courant de tout le monde parce que la police sont venus jusque dans l'enceinte du collège pour m'interroger. Je me sens seule et je pense que j'ai commencé à avoir envie de mettre fin à ma vie à partir de ce moment-là. Parce que j'ai pas de place nulle part. Parce que j'ai perdu tout le monde, parce que j'ai pas les codes de la société, parce que j'ai perdu les gens que j'aime, qu'à la maison c'est conflictuel, on se dispute tout le temps avec elle et que je suis quand même une gamine qui est hyper malheureuse. Moi je bossais pas à l'école, et donc j'avais des disputes et des punitions parce que je travaillais pas à l'école, mais je cherchais par tous les moyens à ce qu'on m'aime. J'avais besoin d'être considérée et d'être une enfant normale, ce que je n'ai jamais été. Tu n'es plus à ce moment-là concrètement dans le mouvement raélien. Exactement. Donc tu as une vie, on va dire, qui est à peu près normale. C'est ça. Sauf que peut-être tu n'as plus le sens qu'il y avait, le sens très fort. Avant ta vie, c'était d'offrir un peu la tienne pour sauver le monde quand même. Mais c'est ça. Donc quel est le sens de la vie quand on sauve plus le monde? Ça doit être terrible à 15 ans. On n'a plus de sens de la vie, on n'a plus de raison d'exister. Et en plus, moi je me suis dit, j'ai la police, j'ai dit ce qui se passait, je les ai trahis, donc un espèce de truc de culpabilité, tu vois. Et les Elohim me punissent parce que je ne suis pas une bonne raélienne. Donc à 15 ans, tu n'as plus de raison de vivre. Et ta vie actuelle est juste négative et il n'y a rien de positif. À l'âge de 18 ans, c'est la majorité. Et là, tu va être pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 18 ans, je reçois une lettre de Raël, écrite à la main, et qui me dit que je suis pardonnée d'avoir dit à la police ce qui s'est passé et que je suis la bienvenue dans le mouvement raélien quand je serai majeure. Et là, pour moi, les signaux sont au vert. C'est magnifique. Je reçois cette lettre. 15 jours après, je suis à un rassemblement à Paris et je vais rejoindre ma famille et mes frères et sœurs raéliens. Parce que ça provoque quoi chez toi? Ça provoque... je suis libérée. Le prophète pense à moi, mais mon Dieu, quelle chance, quel privilège. Et ça provoque quelque chose de je suis utile à l'humanité, il y a de ça aussi. Et je compare l'emprise que j'ai eue dans ce mouvement-là à une addiction à la drogue. Donc là, j'ai mon shoot de drogue en fait. Là, je suis pleine d'énergie, je suis pleine de dopamine, d'euphorie, je suis en transe physiquement, tu vois. Je parlais tout le temps, j'étais dans l'extrême des émotions, tu vois. Et je plonge dedans. Il t'a écrit une lettre lui-même, manuscrite. Oui. Tu te rappelles de ces mots? Bien sûr. Bonjour Lydia, bien sûr que tu es pardonnée. Tu seras la bienvenue dans le mouvement lorsque tu auras 18 ans. Love Raël. Love Raël. Mais avant tout, vous êtes amoureux de votre liberté. Et ça te met dans tous tes états. Je pleure. L'homme que je chéris plus que tout au monde me dit qu'il m'aime. L'homme que je chéris à l'époque le plus au monde, pour qui je veux vivre, m'écrit et me dit qu'il m'attend. Je suis heureuse.
Tu l'aimes d'amour comme tu aimerais un amoureux de ton âge? Ou bon, ça sublime tout ça? Tu Ça l'aimes comme un sublime tout dieu? ça. Je l'aime comme un dieu. Tu Je l'aimes l'aime comme de un manière dieu? fanatique. C'est pas le même amour. T'es déjà tombé amoureux? Moi, je suis jamais vraiment tombée amoureuse, toi. Toi, t'es déjà tombé Oui. amoureux? Ok. Tu vois, quand tu penses à la femme que t'aimes, t'as des papillons dans le ventre, ça reste sain, ça reste beau. Jamais à un moment tu vas te dire je vais mourir pour elle. Jamais. Non. Ok. Moi, quand je pensais à Raël, s'il a besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis là. Mon but, c'est de le rendre heureux. Donc, c'est pas d'un amour sain dont je l'aimais, c'était d'un amour fanatique. Comment t'expliques ça? J'explique ça par l'emprise que j'ai eue depuis que j'ai 4 ans. J'explique ça par le pouvoir que je lui ai laissé avoir dans ma vie. Alors oui, à l'époque, j'avais pas les cartes et les choses que je sais aujourd'hui et que j'ai été élevée là-dedans, mais j'explique ça parce que moi, quand il me parlait, même s'il y avait 10 000 personnes dans la pièce, j'étais seule avec lui. Il a un espoir, il a un truc de magnétique, cet homme-là. Il a un truc de... Moi, je l'ai vu faire... J'ai vu quand il arrivait dans les pièces, des femmes qui tremblaient, qui tombaient. Il n'y a pas de mots, en fait, je pense. C'est au-delà du palpable. Ça n'est pas palpable. Tu crois que c'est ce qu'il dégage réellement, comme des vibrations, un charisme exceptionnel, ou c'est ce qu'il représente? C'est quand même le messager, le prophète, etc. Alors, il y a ce qu'il représente, effectivement, mais il a un charisme... ce qui dégage aussi, l'un va pas sans l'autre pour moi. Je pense que même s'il se faisait passer pour le dernier des prophètes et qu'il était timide dans le coin de sa chambre, ça fonctionnerait pas. Je pense qu'il a une aisance pour parler à une foule. Raël, c'est quelqu'un qui ne préparait jamais ses cours. Moi, je passais du temps avec lui à midi. On allait en stage. Il me disait, oh, je sais pas de quoi je vais parler cet après-midi. Il montait sur scène, il faisait son speech. Ça passe par quoi? Par les yeux, par la voix, par les mots qu'il dit? Rien n'est jamais violent dans son langage, donc forcément tu n'imagines qu'il est qu'amour, premièrement. Il a un ton de voix qui est enjoué, c'est jamais énervé, c'est jamais nerveux, c'est toujours d'une manière assez douce, c'est tranquille, ça passe tranquille, ça rigole beaucoup, et il te regarde. Il te regarde, il te lâche pas du regard jusqu'à que tu baisses les yeux, et en sachant tout ce que tu as déjà dans le crâne, son regard tu le perçois pas comme nous on se regarde, tu vois. Donc tu es, à ses yeux, tu te sens déjà l'élu. Ah mais oui, à ses yeux, je suis complètement privilégiée et je me sens comme ça. Ça, c'est une certitude. Il arrive à faire ça avec la majorité des gens, voire la totalité des gens. Oui, C'est-à-dire, mais c'est ça. il pose son regard sur toi, il te parle, il te dit un mot, ou il te regarde, et Mais ça oui. y est, tu es choisi. Mais complètement. Il te fait un clin d'œil même. Tu vois, dans une foule, tu vois, là, il y a le caméraman, je le regarde, je lui fais un clin d'œil. Pour un Raélien, c'est Pump it up, champagne. Je plaisante, je mets beaucoup d'humour parce que ça m'évite, moi, de ne pas m'effondrer. C'est ma manière à moi de transformer la chose. Mais c'est des mots simples et des comparaisons simples pour que la plupart des gens comprennent. À l'âge de 18 ans, tu intègres donc l'Ordre des Anges, on en a parlé tout à Ouais. l'heure. L'Ordre des Anges, en gros, c'est vraiment le cercle proche, très très proche de Raël. C'est ça. Tu fais partie donc des plumes roses cordon dorées, mais il a fallu travailler un peu, tu as fait une lettre de motivation, c'est ça? L'avantage à comparer d'autres, c'est que moi, c'est lui qui me l'a proposé, donc je savais que ça allait être accepté. Mais effectivement, j'ai signé un contrat avec une lettre de motivation et c'est là où j'ai été intelligente. Je ne sais pas si je peux dire, mais si, j'ai été intelligente, en vas-y, fait, vas-y. c'est factuel. J'ai écrit ce qu'il avait envie d'entendre. J'ai écrit que je suis prête à donner ma vie pour lui, que ma priorité dans ma vie, c'est lui. Et pourquoi? Parce qu'il est le messager des Elohim, parce que le but profond et sincère de ma vie, c'est d'accueillir les Elohim pour que l'humanité soit sauvée. Je te la fais courte, mais c'était ça. Et aussi, je crois que dans la lettre, il me semble que j'avais écrit que je le trouvais charmant. Sacrée lettre de motivation. Hein. Ouais. Bah, ça y est, tu fais partie de cet ordre, tu fais partie des favoris et des favorites. Tu le sais, hein, ce que ça veut dire. Ah ça, je le sais, ça y est, je suis officiellement, aux yeux des Raéliens et du mouvement raélien, une élue des Elohim. Donc on est 5 sur la planète à avoir la position que j'ai. Alors je le dis en rigolant, Oui, mais tu te rends compte, dans mon cerveau de 18 ans, oui. le privilège que j'ai, là j'ai concrètement une mission. Là ma mission c'est de prendre soin du prophète.
Et ma mission en prenant soin du prophète et du privilège que j'ai, je suis tellement consciente d'avoir ce privilège-là, que les autres, il faut être gentil avec eux parce qu'ils n'ont pas la chance que j'ai. Donc je suis quelqu'un, je pense, dans la vie de gentil, de plutôt joviale et de souriante. Mais à ce moment-là, j'étais à l'extrême de ça. Donc j'avais quand même ce truc de reste à ta place, pense à la chance que tu as d'être là. Pense aux autres. Bon, alors c'est vrai que ça paraît être presque un cadeau. Tu fais partie des plus proches, parmi les plus proches, donc des élus parmi les élus. Enfin, donc, on peut imaginer que tu touches plus terre, effectivement, même si tu es consciente de ton rôle. Mais ton rôle, si on le regarde bien, c'est d'être une esclave. Mon rôle, si maintenant je devrais le définir, c'est ne plus réfléchir. C'est donner le pouvoir à cet homme-là de faire ce qu'il veut de moi, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je passais ma vie à attendre. J'avais des choses très concrètes, hein. Il fallait prendre ses billets d'avion, il fallait faire ses courses, parce qu'il y a tout un protocole par rapport à Raël. Donc j'étais en charge de ce protocole-là et j'excellais là-dedans. Donc il y avait ça au quotidien et il y avait aussi l'attente de quand est-ce qu'il a envie de me voir. Donc je me préparais pour être belle à ses yeux, s'il avait envie qu'on aille se promener dans les vignes ou comme s'il avait envie plusieurs fois par jour de passer un moment dans l'intimité. Et des fois, il appelait d'autres anges, cordon doré mais pas plume rose, qui étaient proches de lui et je le voyais pas pendant 2-3 jours. Et dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu l'attends très souvent, très Mm. longuement. Mm. Ça dure des années, hein, Oui. ça dure 5 ans. Mm. Entre tes 18 et tes 23 ans, tu es, pardonne-moi l'expression, mais tu es sa chose, Je suis son objet. tu es son objet. Ouais. Et tu fais le ménage, je le disais dans le lancement, tu lui enfiles ses chaussettes, tu goûtes ses plats pour quoi? Pour voir s'il va être empoisonné. Pour voir s'il exemple. va être À empoisonné, part quand c'était moi qui cuisinais pour lui. parce qu'il est paranoïaque. Il est paranoïaque, il pense que tout le monde veut le tuer, il pense qu'il est tout le temps malade, alors c'est marrant, hein. Moi personnellement, si je savais qu'en mourant, j'allais sur la planète des Elohim entourée de belles femmes et être heureux, je penserais qu'à mourir, mais lui, il fait tout pour sauver sa vie et il te vend ça, je veux sauver l'humanité, donc il faut que je me soigne. Il choisit tes vêtements, enfin tu dis je me fais belle, ça veut dire quoi Alors, pour lui? alors, il va pas me choisir mes vêtements au quotidien en me disant tu t'habilles comme ça, non, mais il va... Quand, par exemple, je mettais une nouvelle robe ou un « Ah, ça, c'est très joli, j'aimerais beaucoup que tu le remettes. » Donc, je savais dans ma tête que pas la fois d'avant, pas la fois d'après, mais la fois d'après, je le remettrais. Si quelque chose ne m'allait pas, il n'hésitait pas à me dire « Oh là là, ça te boudine, t'es grosse comme ça. Cache ton ventre. » Moi, j'ai toujours eu un peu de ventre, mais cache ton ventre. Et, donc, il fallait toujours que je sois à la hauteur, que je mette le parfum qu'il aime et que je lui plaise au cas où il veuille passer un moment avec moi. Tu sais jamais, il n'y a pas de régularité, ce sera peut-être tous les jours, tous les soirs, 3 fois. Comment ça Rien. se passe? Tu l'attends dans ta chambre, dans sa Ouais, chambre? c'est ça. Alors, il y a dans ce petit village en Suisse, il y a plusieurs Raéliens qui vivent dans la même rue, mais c'est tout petit, hein. Et un Raélien me prête gracieusement une chambre, parce qu'il sait que Raël veut que je sois proche de lui. Donc j'ai une petite chambre où je passe énormément de temps à attendre Raël, où j'ai mon ordinateur, je check les mails et parfois je vais me promener, mais je préviens que je vais me promener parce que s'il me cherche, il ne faut pas que je sois très très loin. Donc tout est dicté par lui en fait. En fait, mon emploi du temps est dicté sur le fait qu'il a peut-être besoin de moi potentiellement à n'importe quel moment, donc il ne faut pas que je sois très loin, il faut que je sois en état de le voir et que je lui plaise. C'était de l'attente, j'attendais. C'est une attente difficile, c'est compliqué cette vie-là pendant 5 ans. En fait, je me rends compte que pendant 5 ans, je n'ai jamais lâché prise. Je me suis jamais laissée aller. J'étais toujours dans un truc où il fallait être parfaite tout le temps et où à chaque fois qu'il se passait quelque chose, c'était moi le problème. S'il ne me voyait pas plusieurs jours, c'était moi le problème. Jamais je souhaite de vivre ça à quelqu'un, vraiment. Tu l'appelles mon prophète bien-aimé, c'est ça? Systématiquement? Dans l'intimité, je l'appelais Raël. Mon prophète bien-aimé, évidemment, devant tout le monde, ou Maïtraya. Les Raéliens l'appellent beaucoup Maïtraya. Les relations, c'est quelque chose de normal ou c'est quelque chose de déviant? Il peut y en avoir des normales, et il y en a eu des déviantes, mais toutes les relations que j'ai pu avoir avec cet homme ont été dans son sens à lui, pour son plaisir à lui.
Jamais. Jamais dans ton sens à toi. Non, ça n'a jamais été un partage. Ça a toujours été pour lui. Toi, tu lui accordes l'exclusivité, il n'y a que lui, mais lui, c'est pas le cas. Ah non, pas du tout. Et tu le sais. Mais je le sais. Mais tu sais, chez les Raéliens, tout sentiment négatif comme la jalousie n'est pas un vrai sentiment. Il ne faut pas être jaloux. Ouais, C'est mais pas bien. comment expliquer que lui ait le droit et pas toi? Parce que moi, je suis une bonne sœur. Je ne peux pas faire plus beau cadeau que lui. Et puis lui, ça reste un homme qui a des besoins. Et comme je l'aime profondément, je suis très heureuse qu'il couche avec d'autres femmes. Ça, c'est le discours de Raël. Tu as signé un engagement, un contrat, tu n'as le droit de rien dire, tu dois accepter tout ce qu'il te demande et tu dois être disponible 24/24, 7 sur 7. Tu n'as pas de crainte. Aucune. Aucune. Je suis contente de signer. Bah, génial, Mais- je lui dois tout, il ne me doit rien, Mais c'est je ça. suis dispo 100%. Mais quelle chance j'ai. Mais quel privilège j'ai. J'accepte tout, je dis je dis oui à tout. Mais oui. Mais, et quelque part... Quelle alors, chance j'ai, c'est ça que mais tu me c'est dis. ça. À l'époque, quelle chance j'ai. Mais quel privilège j'ai. Et je pense qu'il y a eu aussi inconsciemment, et c'est maintenant que je le verbalise, un truc de... J'ai pas besoin de réfléchir. J'ai pas besoin de réfléchir. On me dit blanc, c'est blanc. C'est facile. C'est facile. Je t'assure que le moment où j'y étais, malgré les atrocités, était plus facile à vivre que maintenant. Aujourd'hui, il y a la conscience des choses. À l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas cette conscience-là. Il n'y avait pas la maturité que j'ai, le cerveau que j'ai aujourd'hui. Bien sûr que c'est mon cerveau, mais c'était plus facile, malgré les choses, d'être avec eux que d'être là, devant toi aujourd'hui. Donc tu te plains jamais pendant ces 5 ans, ni intérieurement, ni extérieurement. Alors, extérieurement, jamais. Et intérieurement, quand je me plaignais, je me flagellais toute seule. Je me disais, mais oh, meuf, tu te prends pour qui pour te plaindre? Je vis dans la même rue que le dernier des prophètes, le frère de Jésus, le fils de Yahvé. D'accord, et il n'y a pas un moment où, pendant 5 ans, où tu te dis, non mais attends, et tout ça c'est du bullshit, les Elohim, les extraterrestres, le fils de Yahvé, blablabla, j'y Pendant ces crois 5 pas. ans, jamais. Non, Jamais. 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 Et même, tu sais, quelques années après la secte, même quelques années après après mon départ, je m'interdisais de le penser. Aujourd'hui, oui. Et là maintenant, j'allais te demander, Maintenant, c'est de la merde. Je sais que c'est de la merde et que c'est fou. et là maintenant, est-ce qu'il y a une once de doute quand même, un tout petit truc chez toi qui se dit, ah si quand même, peut-être. Alors, les moments où je vais pas bien, je me dis peut-être que je suis dans le faux. Dans le faux, ça veut dire quoi? Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est vrai. Mais ça va me durer toute ma vie. Ça, c'est quelque chose avec quelque chose avec qui je cohabite toute ma vie. Il va falloir que je cohabite avec ça toute ma vie. À avoir des moments de doute. Et je pense que le fait d'accepter d'avoir ces moments de doute fait partie de la réparation, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est ancré en moi. Ça fait partie de moi. Ce doute, tu dirais que c'est à quelle fréquence? C'est tous les jours? C'est tous les Non, mois? alors pendant un moment, c'était tous les jours. Là, je vis une période depuis 1 an où je suis médiatisée, tout ça, où ça reste compliqué. Il n'y a pas une semaine où je doute pas. Là, il y a une semaine, j'étais au tribunal, comme on disait. J'ai passé une journée, toute la journée, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être lui qui a raison. Alors, j'ai donné le change devant les gens. Explique-moi, c'est peut-être lui qui a raison. C'est quoi dans ta tête, là? Elle veut dire quoi, cette phrase? C'est peut-être lui qui a raison, peut-être que je suis finalement leur Judas et que peut-être, oui, c'est peut-être le dernier des prophètes. Peut-être qu'on a vraiment été créé par des extraterrestres et peut-être que ce qui m'a fait vivre dans la série, c'était juste pour lui montrer à quel point j'étais dévouée. Peut-être que c'était juste des tests et que peut-être aujourd'hui je trahis tout ça et que je fais ce que Judas a fait à Jésus. Ça m'arrive de penser ça. Et t'arrives derrière, quand tu le dis avec autant de conviction que ça, je vois que c'est comme une vérité, ce truc. T'arrives derrière à rebasculer dans je vais te dire, le monde réel. Welcome, il est ouvert, le monde réel. J'arrive à basculer parce que j'ai accepté de le penser. Parce que j'ai accepté d'avoir des doutes. Je ne peux pas réfréner une émotion, je ne peux pas réfréner une idée. Ok, c'est en moi, je pense ça, je la laisse. Ok, sur le moment, je me dis peut-être qu'il a raison. Je me bats plus en disant mais non, pense pas ça, nana. Je vis le truc, mais ça ne me dirige plus. C'est-à-dire que je vais vivre ça, je vais y croire pendant 10 minutes, et à un moment, je vais me reconnecter. Et moi, pour me reconnecter, c'est de toucher.
je vais mettre mes pieds au sol, je vais m'ancrer physiquement. Et après, ok, j'ai vécu ça, j'ai senti ça, j'ai ressenti ça pendant 10 minutes, mais je suis là. C'est extrêmement puissant ce que tu es en train de dire, je trouve. Non mais si, ça fait combien de temps là que tu es sorti Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Mm. Je veux dire, c'est pas il y a 1 an ou 2 ans ou Non. 3 ans. Dans des moments difficiles comme le procès où tu es sous pression, où peut-être tu comprends plus ce qui se passe, est-ce que tu fais, est-ce que tu es dans le juste, dans le vrai. Ces pensées qui t'ont habité pendant tant d'années dans ton enfance, ton adolescence, et plus tard te reviennent comme des vérités contre lesquelles il faut avoir des stratégies pour revenir dans le monde réel. C'est ça qui est puissant, c'est cette emprise-là que cet homme et tout ce mouvement a eu sur toi et a sur toi 17 ans après. Bien sûr. 17 ans après. C'est pour ça que je compare l'emprise à une addiction. C'est pour ça que je compare l'emprise à une addiction, parce qu'un alcoolique qui veut vraiment arrêter de boire ne boira plus jamais une goutte d'alcool, parce qu'il sait que s'il boit un verre, il peut rechuter. Ouais. Tu vois ? Il cherche un paradis artificiel. C'est ça. Bon, et il y a une addiction, quelque chose de physique. Toi, ce sont des pensées qui te... Je veux dire, c'est l'extase de penser que le monde est comme ça, que le monde, que Raël est au centre de ce monde, que les Elohim sont là. Enfin, il y a quelque chose d'apaisant. Bien sûr, il y a quelque chose d'apaisant. Ou une forme d'extase que tu trouves pas dans la vie réelle. Mais complètement. Un truc où la vie, bon bah, c'est terre à terre. Mais c'est ça. Ça manque de poésie presque. C'est vrai que mon prophète bien-aimé. Je t'aime, t'es belle, t'es beau. Elohim, c'est joli. Bien sûr, mais tout est doux. Éden. Ben oui, mais tout est doux. C'est vrai. C'est un monde merveilleux. En fait, c'est une belle chanson. Tu te fais chier. Quand tu te fais chier dans la vie réelle, ça revient comme une flèche. Mais oui. Quand la vie réelle, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est là comme une roue de secours et en même temps comme un grand danger. Mais complètement. Tu pourrais y retourner ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est terminé. Par contre, ça, malgré les doutes qui sont là par moments, terminé. Je n'y remettrai plus jamais un pied parce que les moments de lucidité qui sont quand même plus grands que les moments de faiblesse, mais je dirais pas que c'est un moment de faiblesse quand je doute. Je dirais que ça fait partie de mon chemin de vie, mais les moments de lucidité sont tellement ancrés et puissants en moi que je sais que c'est du bullshit. Je le sais. Même si par moments je doute. Mais bien sûr qu'être raélien et penser que c'est vrai, c'est tellement facile, c'est tellement doux. Moi, c'est tellement... d'être utile, c'est merveilleux. T'arrives plus à te sentir utile aujourd'hui ? Je fais en sorte de trouver les moyens de l'être. En venant ici, par exemple ? Moi, je pense que c'est d'utilité publique. Il n'y a pas d'ego quand je dis ça. Pour moi, c'est factuel. Je ne me la raconte pas du tout. Je pense que tu as vu, mais... Ça sert à quoi ? Ça peut servir à quoi ? Ça sert à faire de la prévention sur le fait que, déjà, ça touche tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. C'est une réalité. Que personne n'est à l'abri. Et qu'il faut être, je pense, très, très humble avec les personnes de ces milieux-là. Parce que ce sont des gens qui, une fois sortis, sont en détresse. Et que ça existe, que ça fait vraiment partie de la vie. Est-ce que, bon, c'est l'emprise et tous les gens qui sont dans ce mouvement, dans cette secte, sont sous emprise de cet homme. Est-ce que tu penses, pour parler de toi, que quelque chose chez toi lui permet d'avoir cette emprise totale sur toi, ou bien c'est tout le monde et n'importe qui peut être cette cible-là ? Ou est-ce que tu as des fêlures, une personnalité qui permet de mieux comprendre que c'est toi et pas moi, par exemple ? Ouais, je pense que réellement, tout le monde peut être sous emprise. J'en suis intimement persuadée. Ça n'a rien à voir avec ton niveau social, tes acquis psy, n'importe quoi. Ça vient toucher quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. On a tous, sur la Terre, tous les êtres humains, alors à part si toi, t'en connais des fêlures. Tu connais des gens qui n'ont pas de fêlures ? Non. On a tous des choses sur lesquelles ça va toucher le point sensible, la corde, et que ça va venir taper, happer la chose, tu vois. Donc tout le monde est susceptible d'être sous emprise, même les gens qui se croient les plus forts. C'est souvent eux les premiers qui tombent sous emprise. Il y a un truc qui est de l'ordre, et je comprends que les gens ne comprennent pas, et ça je le dis souvent et régulièrement. Moi souvent on me dit, mais Lydia,
Quand tu parles, tu es hyper lucide. Oui, je suis lucide. C'est une réalité, mais ça ne m'a pas empêché d'être sous emprise. Moi, là, il y a des gens qui sont gynécologues, qui sont psychologues, qui sont psychiatres. Il y avait à l'époque un psychologue qui dirigeait tout un service au Canada. Donc le mec a quand même une sacrée fonction. Le mec connaît les rouages du cerveau. Et t'es Guy d'évêque à côté de Raël. Donc vraiment, ça ne touche que les fêlures que tu as en toi. Et tous les êtres humains sur cette terre en ont. Même ceux qui pensent qu'ils en ont pas. On a tous des choses sur lesquelles on est plus sensible que d'autres. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre du narcissisme. Si tu es choisi, c'est que tu es meilleur, c'est que tu as quelque chose d'unique. Mais bien sûr. Qui vient flatter ton ego. Nos égos mais bien fragiles. Évidemment. Mais Qui complètement. ne demandent que ça. Qui n'a pas besoin dans la vie d'être aimé? Ah, mais tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a un ego. Tous, on l'a tous. Même ceux qui disent oh non, moi, je suis très humble. Déjà, quand tu commences à dire que tu es humble, c'est que tu l'es pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, du moment où ça vient te nourrir quelque chose de non palpable, ton ego, tu y vas, tu fonces. Quand ça te nourrit, quand tu es dans une vie comme la nôtre qui est violente, on va pas se leurrer, on vit pas dans un super truc où les gens sont tous gentils les uns les autres, c'est pas vrai. Les gens sont pas gentils les uns envers les autres, même si moi j'y crois profondément. Ça te nourrit quelque chose de ouais, t'es merveilleux, je t'aime et t'es unique. J'aimerais qu'on revienne, si tu veux bien, à ces 5 années qui ont été émaillées quand même de violences sexuelles, oui. de relations qui sont non consenties finalement, même si tu les acceptes. Voilà. Mais elles sont quand même au fond non consenties parce qu'elles sont violentes et que tu n'attends pas, tu ne recherches pas cette violence. Pas du tout, surtout que... Alors, depuis petite, on m'a appris que Raël avait un dégoût profond pour le sang. Quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Quand je suis devenue ange, on m'a tout de suite dit très rapidement que quand j'avais mes règles, il fallait que je le dise pour pas gêner Raël parce qu'il n'aime pas le sang, ça le dégoûte. Sauf qu'à plusieurs reprises, il m'a inséré des choses dans le vagin, notamment une fourchette 2 fois, et puis il avait une espèce de des pics. Il m'a fait saigner. Et en fait, j'ai vu dans son regard maintenant, pas sur le moment, l'excitation de ça. L'excitation de me faire saigner. Donc, j'ai tellement été à la fois surprise que l'homme que je chéris tant, que j'aime tant, que j'idolâtre tant, à qui on m'a inculqué, à qui on m'a prévenu que le sang était pour lui quelque chose de dégoûtant, me fasse ça. J'ai été surprise et à la fois contente. Parce qu'il me faisait suffisamment confiance pour aller jusqu'au bout de ses idées, de ses pensées. Donc il y avait ces travers-là et Raël m'avait préparé depuis des années à la zoo. Ça l'excitait beaucoup de me voir me masturber à côté de lui en pensant à des chiens. Donc il allait dans les détails, il m'invitait à aller dans des choses un petit peu compliquées. Jusqu'au jour où on est passé à l'acte. On a été se promener avec un énorme chien. Et il m'a fait baisser ma culotte. Et bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et maintenant, j'ai peur des chiens. Il t'a contrainte à avoir une relation... En fait, on était dans la forêt, donc j'ai baissé ma culotte. Et il a mis une espèce de truc sur mon sein. Le chien m'a léché... Ce moment, tu le vis très mal. Et c'est un point de bascule dans ton histoire. C'est ce moment qui va te décider à tout arrêter. Alors, il y a ce moment-là qui a commencé où ça a été très, très choquant pour moi. Vraiment. Et quelques jours après, je suis punie parce que je ne vais pas... Il y avait 2 réunions d'anges dans la même journée. J'ai été qu'à une seule. Et le soir, on se retrouve tous au restaurant, toutes les anges... Il est entouré de 20 femmes qui sont juste plus belles les unes que les autres. Et il met sa main sur ma cuisse pendant ce repas-là et là, c'est du dégoût que je ressens. Vraiment, plus que d'habitude. Il sent qu'il se passe quelque chose en moi. Je pense qu'il a compris que j'allais vite partir. Donc on passe un dernier moment de nuit ensemble où ça a été... où cette nuit-là, je me suis moins dissociée que les autres. Où il me torture avec cette fourchette. Il me l'a fait 2 fois, donc, dont la dernière nuit. Et en partant, il me dit que je suis marquée, que je me souviendrai de lui toute ma vie. Et je m'en vais. Le lendemain, j'appelle le seul ami non raélien que j'ai dans mon téléphone et il vient me sauver la vie. Après toutes ces années
d'emprise, toutes ces années à l'attendre, à l'aimer plus que tout, comme un dieu, etc. Cet enchaînement assez rapide entre la scène brutale, violente, dégueulasse, avec un chien, la fourchette à 2 reprises, là, Là, il y a eu le déclic. là vraiment il y a un déclic. Là, il y a vraiment... Qui vient d'où? Qui vient d'un instinct de survie? Mais oui, pour moi, c'est vraiment mon instinct de survie. Et je pense que j'ai un truc en moi où je me suis toujours refusée de voir le truc négatif, ou en tout cas de toujours dire que c'était moi le problème. Et je pense que ça m'a conditionnée à ce que j'arrive à ce moment-là de déclic. Parce que même si je me l'interdisais, c'est resté au fond de moi qu'il y avait un problème, tu vois. Et là, si on m'avait dit 10 minutes avant, tu vas t'enfuir, je t'aurais rayonné. J'ai pas réfléchi, là, je me suis dit, il faut que je vive, en fait. Ça paraît simple de s'enfuir. Tu as appelé quelqu'un que tu avais rencontré dans une boîte de nuit, Ouais, c'est ça? c'est ça. Tu le connais peu, il vient te chercher en voiture Mm. et basta, et vous partez. C'est ça. C'est pas Fort Knox le truc. Pas du tout, mais j'aurais pu partir en prenant mes valises et dire au revoir, je m'en vais, ils m'auraient rien dit. Mais si moi, je les avais recroisés, moi, je me serais flagellée et je ne serais pas partie. Donc, avant que cette personne arrive qui m'a sauvée, j'ai été me cacher dans une église parce que je savais qu'ils ne viendraient pas me chercher et surtout que je ne voulais plus les croiser. Donc, ça paraît simple sur le papier. Mais dans la tête, je trahis ma famille, je trahis le dernier des prophètes. Tu réussis à fuir finalement facilement, mais après, il faut reconstruire ta vie et c'est quasiment un départ à zéro. Sauf que cet homme qui est venu te chercher, ça va vite devenir l'homme de ta nouvelle vie. Oui, ça va vite. C'est l'homme qui est devenu le papa de mes enfants, avec qui j'ai eu une relation amoureuse. Sauf qu'il m'a connue, je n'étais pas celle que je suis. Je lui ai fait vivre à cet homme-là des choses innommables. J'étais dans un mutisme, je ne parlais pas. Il a appris certaines choses de ma vie, la plupart des choses de ma vie, quand j'ai offert mon livre, par exemple. Il connaissait Raël, il connaissait tout ça, mais il ne savait pas à quel point. J'étais anorexique, donc je me détruis le corps. Moi, je suis quelqu'un qui fait du mal à son corps, qui prenait 45 douches par jour et qui ne mangeait pas. J'étais une femme dépressive, en dépression. Je me suis fait interner moi-même à 3 reprises. Et avant de m'insérer dans la vie, il fallait déjà que je découe ce que j'avais appris. Donc, j'étais jamais dans la réalité humaine, si je peux dire ça comme ça. Et je n'avais jamais les bons codes, et même encore aujourd'hui. Mais ça, par exemple, ce que j'ai fait subir à cet homme, c'est l'une des choses sur lesquelles je m'en veux le plus. Mais après, on comprend bien, après tout ce que tu as vécu, que la sortie, ça se règle pas en 5 minutes, et que tu passes par des étapes terribles. Oui. Et on peut même, j'imagine, tu as eu 1000 fois la tentation de revenir Ah, mais bien à cette sûr. époque, et même peut-être des tentatives, pas seulement des tentations. Alors, les tentations, elles ont été très, très régulières, pardon. Et des tentatives, il me semble 2 ou 3 fois. Je crois que la dernière fois, c'était en 2020. C'est pas très, très vieux, tu vois. J'ai écrit un message à Raël pour prendre des nouvelles. Comme une droguée pourrait replonger... J'ai écrit ça sur mon téléphone. J'ai été en hôpital psychiatrique, c'est la dernière fois que je me suis fait hospitaliser. Et j'avais besoin de lui écrire et je lui ai dit, Raël, je ne sais pas si tu te souviens de moi, et je pense à toi, comment vas-tu? Il ne m'a jamais répondu. Mais oui, c'est la dernière fois que j'ai essayé de prendre contact avec lui. Il t'a jamais répondu, il n'a pas essayé de te faire revenir? Non, je pense que si je n'avais pas médiatisé tout ça maintenant, c'était un moyen pour lui de me punir de ne pas me répondre. Donc je pense que quelques années après, il serait revenu de lui-même. Tu as quand même réussi à construire une vie. Et franchement, bravo. Non, parce que c'est pas simple déjà quand on a... la vie n'est pas simple, mais quand ta vie commence ou recommence à 25 ans, c'est assez remarquable. Tu as fait 2 enfants. Oui. Tu as été assistante maternelle, tu as été directrice d'un restaurant. Oui. Tu as quand même réussi à construire quelque chose. Oui. Puis après, tu es passé dans le combat.
Il y a vraiment une omerta et un fossé dans l'État français sur le mouvement sectaire. Donc moi, je suis pleine d'espoir et je rêve d'avoir des fonctions qui vont me permettre d'aider les gens et de combattre ce fléau-là qui est plus que fleurissant en ce moment, puisque les gens ont besoin de ça. Des fonctions, tu parles de quoi? Si demain, M. Macron m'appelle, appelez-moi. Hein, tout est possible. Je suis prête. Mais vraiment. Pour l'aider à lutter contre les mouvements sectaires. On est d'accord. Pour l'aider à lutter contre les mouvements sectaires et pour montrer qu'on peut s'en sortir, qu'on n'est pas que des victimes. Moi, je suis victime, ok. Mais je ne suis pas que ça. Je suis une femme de 43 ans qui montre qu'on s'en sort. Parce que la vie, elle est belle, malgré tout. Elle est belle la vie? Bien sûr qu'elle est belle la vie, mais oui qu'elle est belle la vie. Pourquoi elle est belle la vie? Elle est belle la vie parce que je respire, parce que je sens des bonnes odeurs, parce que je te rencontre, parce que les gens sont gentils, parce que je suis en vie et que je choisis ma vie. Et que c'est pas parce que je dis qu'elle est belle qu'il y a des moments où elle est pas dure. Elle est dure, mais bordel, qu'est-ce que je suis heureuse de vivre. C'est des techniques raéliennes mais adressées à toi-même. Ouais, en fait. je suis devenue très égoïste. C'est vraiment la bienveillance pour toi, pour les autres. Mais tu te bats, tu as raison. C'est pas que des paroles et des mots écrits dans un livre. Tu te bats aussi judiciairement parce qu'en fait, déjà, tu as porté plainte contre Raël très récemment. Oui, au mois de novembre 2025. Contre Raël et 2 de ses disciples, celui qui m'a initié à 13 ans et celui qui m'a violée à 15 ans. Et j'ai porté plainte pour viol, évidemment, acte de torture, de barbarie et zoophilie. Et je suis la première personne qui porte plainte contre Raël pour viol. Tu as un espoir que ça soit qu'un procès ait lieu? Absolument pas. Absolument pas. Mais pas du tout. Je pense pas qu'il y aura de procès. C'est prescrit. Mais je m'en fous. Je m'en tape. Je veux montrer qu'on peut donner sa voix, en fait. Je veux qu'on écoute ma voix et montrer l'exemple à d'autres gens. Mais cette plainte, tu la payes parce qu'en retour, Raël a porté plainte contre toi pour diffamation. Oui. C'est-à-dire ce que tu racontes dans ton livre ou sur les plateaux, c'est ça? C'est ça. Il a porté plainte contre moi pour diffamation, mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'il a porté plainte contre moi contre 4 choses dans mon livre. Donc tout ce qui est l'emprise sur ma position de plume rose cordon doré, il n'y a aucun problème. Il a porté plainte sur le titre de mon livre, parce que pour lui, ce n'est pas d'esclavage. Rappelle le titre de ton livre. J'étais son esclave. Donc pour lui, ce n'est pas de l'esclavage. Donc il a porté plainte pour ça. Et il a porté plainte sur les actes de torture et de zoophilie. Pour lui, on a vécu plein de choses, mais il ne m'a jamais fait saigner, il ne m'a jamais rien fait faire avec des chiens. Mais tout le reste est OK. Ça montre qu'il a porté plainte sur les choses sur lesquelles il peut être incriminé. Tu crois que c'est destiné à te faire taire? Bien évidemment, c'est une procédure Bayon. C'est ce qu'on appelle c'est le principe de la procédure Bayon. C'est le fait que ça me coûte énormément d'argent. Et ça me coûte très très cher, hein, ces procès-là. Ça me fait pas dormir la nuit parce que je savais que ce jour-là, j'allais revoir mes anciens amis, les anciens amis les Raéliens, qu'il fallait que j'expose devant une salle pleine les tortures que j'ai vécues. Donc, c'est juste pour que je me taise. Pour combien il y a de victimes que moi je connais, que ce soit chez les Raéliens, d'autres sectes, qui me disent « je parle pas parce que j'ai honte ». Moi, j'ai plus honte. Terminé. Il n'y a plus rien qui me fera taire. Plus rien. Donc il peut m'en faire 14 000 des procédures Bayon, je m'en fous. Ça n'a pas fonctionné, ça t'a pas bâillonné Non. du tout. La preuve, tu es là et tu racontes ce qu'il refuse que tu racontes finalement. C'est ça, complètement. Tu risques gros dans cette procédure? Je risque 40 000 € d'amende et l'interdiction de mon livre par écrit et en ligne. La retrait de mon livre en ligne et par écrit, 40 000 € d'amende. Le retrait total du livre ou des passages du livre? Total du livre. Total. Ouais, tant qu'à faire. Une vraie censure, quoi. Ouais, vraiment. Ça s'est passé comment, ce procès? Oh, ouf. Émotionnellement parlant, j'en ai chié. Hyper compliqué. Juridiquement parlant, je pense que ça s'est plutôt bien passé au dire de mon avocate, mais émotionnellement parlant, ça a été une journée où j'ai vu ces gens, j'ai vu ma copine qui a témoigné contre moi, j'ai vu une autre dame que je connaissais très bien qui a témoigné contre moi, où j'ai entendu toute la journée que j'étais une menteuse, que j'ai entendu que déjà à 12 ans, j'avais des rapports à la sexualité qui n'étaient pas normales et que j'étais aguicheuse. Entre guillemets, ce qui m'est arrivé, c'est parce que j'étais aguicheuse. Et ce qui a été compliqué, en plus de ça, c'est de me dire que j'ai été ces 2 jeunes femmes qui ont témoigné contre moi. C'est de me dire que j'aurais pu être à leur place parce qu'elles sont intimement persuadées de ce qu'elles disent et qu'elles sont dans la vérité. Donc il n'y a aucun jugement de ma part. Je comprends tellement le mécanisme que je sais pourquoi elles étaient là. T'aurais aimé qu'il soit là, lui? Oui. Pour?
Juste que le regarder en lui disant « tu me feras plus jamais taire ». J'aurais été tétanisée, hein, j'aurais tremblé, j'aurais été mal physiquement, mais c'est moi qui choisis aujourd'hui. Et ça, je veux qu'il l'entende. Tu crois qu'il regarde tout ce qui se dit sur lui? Il s'en fout. Il s'en fout. Raël, du moment que tu parles de lui, que ce soit en bien ou en mal, il est content. Et ça, il nous l'a toujours dit. La décision, on ne la connaît pas. Mm. Elle sera rendue bientôt. On vous tiendra au courant. Elle devrait aller dans ton sens. C'est la deuxième fois en quelques mois, hein, c'est Oui. ça, que tu te retrouves devant le tribunal. La première fois, c'était l'été dernier. Il te reprochait des faits d'injure publique lors d'une interview dans Click sur Canal+, Tout à fait. Où tu l'avais décrit comme un gourou diabolique au même niveau que Hitler. C'est ça. Et tu as été relaxé. Relaxé. Personne ne nie le fait que tu aies été à l'intérieur de ce mouvement pendant des années, que tu aies été même sa favorite. Enfin, je veux dire, il Une ne de le ses nie favorites. Non, pas du tout. donc on nie des pratiques, il nie des pratiques qui pourraient justement judiciariser son cas. Ce qui est incroyable avec lui, c'est que depuis des années où tout le monde s'est dit que c'est une secte, il y a eu un documentaire à ce sujet sur Netflix, que tu n'as pas trop apprécié, mais quand même, je veux dire, tout est décortiqué, Bien sûr. ces délires avec les clones, etc., etc. Mais bah, finalement, il n'a jamais été condamné pour rien du tout. Jamais. Jamais. Alors que tu ne serais pas la seule victime dans Mais l'histoire. bien sûr que non, je ne suis pas la seule victime. Je suis juste la seule qui ose parler. Des gens ont donné beaucoup d'argent. Mais bien sûr, moi, il y a une époque, nous, on n'avait plus d'argent à la maison. On a été vivre chez ma grand-mère dans 2 pièces à 4 avec des rats. Parce qu'on n'avait plus d'argent. Jusqu'à que la santé financière de mes parents se refasse et on est retourné dans notre appartement. Mais la priorité de ces gens, c'est son bonheur à lui. Donc, ils perdent tout. Bon, tu m'as dit que tu voulais terminer sur une note positive. Yes. La note positive, c'est à moi, là? Bah, Ouais, déjà, tu as un ok. rire, donc c'est très positif. Kiffer la vie, les gens. Ouais, vraiment, kiffer pour moi, kiffer pour tout le monde, kiffer pour vous, kiffer la vie. Bah, merci, c'est un super mot de la fin et j'espère que tout le monde va suivre ce conseil. Tu es pleine de vie, d'énergie et tu donnes beaucoup d'espoir et je pense à ceux qui sont concernés par aussi le type de vie ou de problème que tu as vécu. Merci. Je pense que c'est un grand espoir, comme tu le dis. Merci beaucoup de ta sincérité Merci et de ta chaleur. Merci. D'ailleurs, c'est un vrai débat que j'aimerais lancer avec vous, qui nous avez regardé jusqu'au bout. Comment expliquez-vous que la justice laisse Raël libre depuis toutes ces années, vivre sa meilleure vie au Japon? Pensez-vous que c'est parce qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il n'a jamais causé aucun tort à ses adeptes? Ou bien estimez-vous au contraire que la justice est impuissante face à des gourous qui maintiennent leurs victimes sous pression, y compris lorsqu'elles ont quitté la secte? Donnez-moi votre avis, je lis tous les commentaires. Merci encore de nous suivre toujours plus nombreux. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine, on se retrouve vendredi pour une toute nouvelle incroyable histoire.